Bangkok touché en plein cœur, au moins une quinzaine de morts et plus de 80 blessés dans l'explosion d'une bombe en plein quartier touristique de la capitale. Les auteurs de l'attentat visaient les étrangers pour porter atteinte au tourisme, c'est ce qu'affirment les autorités ce soir. Une délégation du Hamas attendue au Caire pour discuter d'un possible cessez-le-feu avec Israël. Selon la Turquie, on serait proche d'un accord et il prévoirait notamment la levée du blocus de Gaza. Et enfin, législation antiterroriste. L'Égypte d'Al-Sisi cherche à museler la presse. Une nouvelle loi prévoit une amende très lourde pour les journalistes qui contredisent la version des autorités lors d'attaques terroristes. Le Grand Direct avec Daniel Atlan. Bonsoir, bienvenue à la une de l'actualité. Ce soir, cette bombe qui a explosé en plein cœur de Bangkok. Le bilan est lourd, au moins 27 morts, dont 4 étrangers selon les médias thaïlandais. Les autorités, quant à elles, font état de 18 morts, dont un Chinois et un Philippin et plus de 80 blessés. Alors sur place, la situation reste confuse. On tente d'y voir plus clair dans un instant avec notre correspondant. C'est juste après ce rappel des faits de Julia Ganancia. L'explosion s'est produite en plein cœur de la capitale thaïlandaise. Nous sommes sur un carrefour très fréquenté de Bangkok, à l'extérieur du sanctuaire d'Erawan, au milieu d'immenses centres commerciaux et de gratte-ciel, lorsque la bombe, arrimée sur une moto, explose selon la police. Et c'est une scène de chaos que les caméras filment, des corps démembrés, des motos calcinées, des forces de police et des ambulances qui s'activent sur les lieux du drame. Sur place, la situation reste confuse et l'attaque n'a pas été revendiquée pour l'instant. Le bilan humain est très provisoire, il fait état de plus de 15 morts et beaucoup de blessés, parmi lesquels plusieurs touristes. Nous ne pouvons rien dire pour le moment, mais l'enquête est en cours et nous n'écartons aucune piste. Pour le moment, 16 personnes sont décédées et plus de 80 ont été blessées. Ce soir, la zone a été évacuée car les forces de l'ordre suspectaient la présence d'autres bombes. La Thaïlande est confrontée à une insurrection musulmane séparatiste de moyenne intensité qui opère essentiellement dans le sud du pays. Elle est aussi en proie depuis une dizaine d'années à de violentes rivalités entre factions politiques. Le temple apparemment visé est un sanctuaire très populaire dédié au dieu hindou Brahma. Il est visité chaque jour par des milliers de fidèles bouddhistes. Et pour y voir plus clair, on prend tout de suite la direction de Bangkok. On le retrouve sur place, notre correspondant David Nataf. Bonsoir. Quel est le dernier bilan dont vous disposez ce soir ? Eh bien écoutez, le bilan s'alourdit. On en est à malheureusement 30 morts et plus de 80 blessés qui sont à l'hôpital de la police, à 80 mètres de là. Vous êtes au centre névralgique de Bangkok, dans un temple brahmique qui a des fidèles hindouistes et des fidèles bouddhistes et des milliers de touristes par jour y passent. Alors est-ce qu'on en sait plus ce soir sur l'origine de l'explosion? Qui est-ce qui se cache derrière cette attaque? Écoutez, il faut savoir que l'islam en Thaïlande est un islam absolument modéré en général sur tout le territoire et installé, qui rend hommage au roi, respecte l'institution royale et le pays. Cependant, des heurts ont lieu dans le sud du pays et des sources proches des services de renseignement révèlent que des réunions secrètes sont prévues dans une dizaine de jours pour éventuellement pacifier la situation avec tous les chefs de guerre du sud du pays. Et si un intérêt avait voulu que un contexte belliqueux perdure, il avait tout intérêt à faire sauter une bombe au plein cœur économique de Bangkok pour qu'une réunion secrète n'ait pas lieu et que la guerre continue dans le sud du pays. Et donc pour saper ces discussions, en attendant, ce sont des civils, des touristes qui en paient le frais. Quelle est l'atmosphère sur place? Est-ce qu'on a cédé à la panique? On ne cède pas à la panique, si vous voulez. La Thaïlande, depuis 2 ans, est le théâtre d'affrontements politiques sur fond de coups d'État. Mais finalement, la population est habituée. Il y a eu 18 coups d'État en 30 ans en Thaïlande, mais toujours dans le respect de l'institution royale. Là, on a affaire à une influence qui est de l'extérieur du pays. Jamais aucun opposant politique ne se serait attaqué à un lieu qui est saint pour les hindouistes et les bouddhistes à la fois. Donc ça a été préparé à l'extérieur du pays, probablement par un islam radical, pour empêcher l'islam modéré de trouver une existence pacifique comme elle a toujours eu en Thaïlande.
Merci beaucoup David Nataf pour toutes ces précisions en direct de Bangkok pour i24 News. Et autre titre de l'actualité ce soir, ces rumeurs de pourparlers indirects entre Israël et le Hamas qui se confirment. En jeu, un cessez-le-feu de 7 à 10 ans entre les deux parties en échange de la levée du blocus à Gaza. Alors c'est un haut responsable turc qui a confirmé l'information au moment où le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, est attendu en Égypte pour discuter de cette trêve. Décryptage à suivre dans un instant, c'est juste après ce sujet. Il est signé Maxime Pérez. Khaled Meshal en Turquie, Ismail Haniyeh et Abou Marzouk chez le voisin égyptien. Le Hamas mobilise les ténors de son bureau politique pour paraffer la Houdna, un cessez-le-feu prolongé avec Israël. Sur le papier, l'accord de trêve pourrait satisfaire toutes les parties, de 7 à 10 années où les armes se tairaient. Et les habitants du sud d'Israël ne vivraient plus sous la menace des roquettes. Ce calme temporaire, même s'il ne s'accompagne pas d'une démilitarisation de Gaza, le gouvernement israélien est prêt à s'en contenter. Pour Gaza et ses habitants, un accord signifierait la levée du blocus maritime imposé par Israël depuis 2007. L'une des principales revendications du Hamas au moment de conclure 50 jours de guerre l'été dernier. Au mouvement islamiste palestinien, il offrirait une bouffée d'oxygène, un axe maritime entre Chypre et son territoire. Chypre où seraient fouillées toutes les marchandises avant de rejoindre le nouveau port de Gaza, mais le Hamas exigerait une station intermédiaire en Turquie, peut-être pour contourner le dispositif de surveillance. Enfin, l'accord de trêve qui s'annonce inclura vraisemblablement un nouvel échange de prisonniers avec le Hamas. L'occasion pour Israël de récupérer les dépouilles de 2 de ses soldats tombés à Gaza lors de l'opération Bordure Protectrice, Oron Shaul et Hadar Goldin. Selon des sources turques, l'accord serait d'ores et déjà ficelé. Mais une nouvelle fois, le Hamas affiche ses divisions. Sa branche militaire, les brigades Ezzedine al-Qassam, rejette l'idée de négociation avec Israël. Tout accord signifierait une reconnaissance implicite de leur pire ennemi. Et pour en parler, j'accueille sur ce plateau Olivier Rafovitch. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes colonel de réserve de Tsahal et Nissim Zvili. Merci d'être avec nous, ancien ambassadeur d'Israël. Vous y croyez à cette trêve entre Israël et le Hamas? Tout d'abord, je suis désolé que c'est rien que des rumeurs. Ou pas, elle se confirme en tout cas. Vous savez, la Houdna, c'est pas la première fois que ça a été proposé. Le Hamas avait proposé la Houdna après l'évacuation de la bande de Gaza. Il a dit très clairement, d'après mon idéologie, je ne peux pas reconnaître l'État d'Israël, mais je suis prêt à ce qu'il appelle un Houdna, un cessez-le-feu de très long terme, en essayant de voir comment ça va se passer. Et dans 20 ans, 25 ans, on discutera de l'avenir de cette région, des relations entre les deux peuples. Mais je ne peux pas immédiatement reconnaître l'existence de l'État d'Israël. Maintenant, la réaction de l'État d'Israël était, comme toujours, très arrogante. Qui vous êtes? Vous allez nous dire qu'est-ce que vous allez faire? Je suis content, peut-être, hein, j'espère, qu'il y a quand même quelques personnalités politiques qui ont commencé à prendre conscience qu'il y a des solutions politiques au conflit israélo-palestinien et pas seulement des solutions militaires. Alors pour qu'on sache bien de quoi on parle ce soir, je voudrais avoir plus de précisions sur ce cessez-le-feu qui se dessine. Et nous sommes en ligne avec Ali Wakad, spécialiste du monde arabe. Bonsoir. Bonsoir Daniel. Alors Ali, vous êtes en contact direct avec des sources palestiniennes. Qu'est-ce qu'elles vous disent sur les contours de ce possible accord? Bon, premièrement, les sources palestiniennes ne parlent pas d'un accord parce qu'il ne peut pas y avoir un accord entre le Hamas et le gouvernement israélien. Il s'agit d'un ensemble de points sur lesquels le Hamas et les Israéliens se sont mis d'accord, dont à la base une trêve de 8 ans et un engagement du Hamas d'arrêter de creuser autour des frontières israéliennes. En contrepartie, les Israéliens vont accepter de permettre la reconstruction de la bande de Gaza, vont permettre un certain corridor maritime qui donnera accès à la mer au Hamas, tout bien sûr sous surveillance israélienne. L'importance, Daniel, c'est que ce soir, on vient d'apprendre des sources de l'autorité palestinienne et non pas du Hamas, que le gouvernement égyptien s'est engagé auprès de l'autorité palestinienne qui ne va pas collaborer avec un accord ou une entente entre Hamas et Israël qui laissera l'autorité palestinienne en dehors de cette équation et qui conservera la division palestinienne et conservera le fait que la bande de Gaza n'est pas sous l'autorité du président palestinien Mahmoud Abbas. Merci beaucoup Ali Waked pour ces précisions. On va en reparler de ce statut de Mahmoud Abbas parce que c'est problématique, mais avant cela, qu'est-ce qu'Israël a gagné dans cet accord tout simplement? D'abord, il n'y a pas d'accord, on l'a dit, il y a des rumeurs. Dans ces conditions en tout cas.
n'y a même pas de conditions, il n'y a absolument rien. Il y a des rumeurs, encore une fois. En tout cas, l'État d'Israël aujourd'hui continue à faire que la bande de Gaza et les Palestiniens à Gaza reprennent leur souffle et reprennent leur vie normale. Il n'y a pas de guerre entre l'État d'Israël et les Palestiniens, ni à Gaza, ni nulle part ailleurs. Par contre, il y a un état de guerre avec le Hamas, le djihad islamique, qui sont toujours des proxys dans des postes avancés de l'Iran dans la région, qui se renforcent aujourd'hui à cause de l'accord avec les Américains et les grandes puissances, et donc également renforcent le Hamas et le djihad islamique. Au niveau du Hamas, il y a deux têtes dans le Hamas. Il y a la tête militaire, les brigades El-Qassam, et puis la branche politique. La branche politique est affaiblie face à celle militaire. Elle, peut-être qu'elle parle et qu'elle discute. Aujourd'hui, on sait que le Hamas continue à se renforcer militairement, à causer des tunnels. On a arrêté, il y a 15 jours, à Rafah, un membre du Hamas, un jeune du Hamas qui parle et qui explique clairement que les tunnels continuent à être creusés. Et du côté israélien, encore une fois, il y a une volonté que les Palestiniens à Gaza vivent mieux. D'ailleurs, tous les postes de passage entre Israël et la bande de Gaza sont ouverts. Et tout passe, sauf les choses qui peuvent servir à construire l'arsenal militaire ou l'arsenal... Elles ne passeront pas dans ce fameux corridor maritime entre Chypre et Gaza. Elles ne passeront absolument pas. Donc ça garantit la sécurité d'Israël. Parce que pour l'instant, non. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord qui garantit ou de clause. On suppose, c'est le sujet. Non, mais... En tout cas, est-ce qu'un corridor maritime pourrait garantir la sécurité d'Israël? Il n'y aurait, aujourd'hui, là où je vous parle, et d'après ce que je sais, il n'y a aujourd'hui aucun changement par rapport aux choses qui peuvent, comme le ciment, par exemple, qui malheureusement servent à construire des tunnels souterrains, ce qu'on appelle des tunnels offensifs, malheureusement, entre la bande de Gaza et l'État d'Israël. Si le Hamas disparaît de la bande de Gaza, s'il y a à la place du Hamas autre chose, on pourra discuter peut-être, mais pour l'instant, il y a un état de guerre et je pense que nous continuerons à faire très attention et s'il a besoin même d'entrer en conflit avec le Hamas, encore une fois, avec le Hamas et pas avec les Palestiniens qui habitent Gaza et qui souffrent de ce Hamas. Oui, Israël qui doit être d'autant plus vigilant parce qu'aujourd'hui, il y a une rivalité entre le Hamas et les autres groupes. Il y a une rivalité entre ces deux entités, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire la paix avec le Hamas, ça ne veut pas spécialement dire faire la paix avec Gaza. Bon, personne ne propose de faire la paix. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, je comprends très bien la réaction d'Abou Mazen. C'est clair que lui, qui a essayé de créer un gouvernement d'union nationale pour avancer dans des négociations avec l'État d'Israël, le gouvernement israélien a refusé de reconnaître la raison d'être ou le droit d'être d'un gouvernement d'union nationale. Alors maintenant, on se trouve dans une position dans laquelle on doit choisir. Mais c'est pas seulement, je ne parle pas seulement d'un cessez-le-feu. Si on avait une certaine sagesse politique, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut construire un port maritime à Gaza, il faut construire un aéroport, il faut ouvrir... Attendez, vous savez, quand vous passez dans la rue à Jérusalem, il y a des problèmes de sécurité. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de vivre. Pardon, non, je suis désolé. Qui a dans son ADN la destruction de l'État d'Israël, il faut être vigilant. Quand on donne à un peuple l'espoir, quand on leur donne un aéroport, un port, une centrale électrique, de l'eau potable dans chaque maison, on change l'ambiance, l'atmosphère. Mais est-ce qu'on change l'ADN du Hamas qui veut la destruction de l'État d'Israël? Ça veut dire, aujourd'hui, quand on parle de ces pourparlers, ils ne parlent plus de destruction. Ils disent qu'ils veulent un cessez-le-feu, ils ne sont pas prêts à reconnaître l'État d'Israël. Si ils ont raison, ou si nous on a raison, pourquoi on a refusé de discuter avec Mahmoud Abbas en tant que président de l'autorité palestinienne, quand il avait tout le pouvoir? Ça veut dire, nous, on choisit toujours le gouvernement, il choisit toujours de ne rien faire. On attend, peut-être que les solutions vont arriver toutes seules, on ne propose pas, on n'initie rien, on essaye, on se trouve dans un chaos tel que, regardez, il y a chaque jour des attentats terroristes. Maintenant, il n'y a plus de groupes terroristes dans la Cisjordanie. Il y a des individus. Il n'y a plus de terrorisme organisé. Vous savez, grâce à quoi? Grâce à la présence, par exemple, des forces, ou la coopération entre les forces militaires et les forces armées et les forces de sécurité de Mahmoud Abbas. Mais ça, on ne reconnaît pas. Alors justement, cette coopération, est-ce qu'on n'aurait pas dû la récompenser? Puisque là, en tout cas, si on se dirige vers un accord avec le Hamas, c'est Mahmoud Abbas qui va se retrouver affaibli, celui qui ne prône pas la violence. D'abord, aujourd'hui, il y a, comme on l'a dit, une collaboration militaire et sécuritaire et dans le renseignement très importante entre l'État d'Israël et les Palestiniens de Ramallah, donc de la Judée-Samarie.
Avec Gaza, il y a un problème, encore une fois. La bande de Gaza est aux mains d'un régime islamiste fasciste. On a affaire à un régime fasciste. On peut pas parler, on peut l'appeler régime palestinien. Il est fasciste. Il pend les homosexuels, il coupe les mains aux voleurs, il impose la charia. Il faut faire attention. C'est un régime. Attendez. De parler des homosexuels aujourd'hui. Pourquoi faire attention? Parce que même en Israël, très libéral, il y a un assassinat. Oui, mais en Israël, exactement. J'espère, Nissim Zeli, que vous n'allez pas comparer. Non, c'est vous qui comparez. Non, je dis que. C'est vous qui faites la comparaison. Mais non, je dis que ce régime. Mais pas du tout. Non, je dis que ce régime. Le problème, c'est l'homosexualité. Non, voilà. Je dis que c'est un régime fasciste. Je dis que c'est un régime fasciste, encore une fois, qui pend les homosexuels et qui coupe la main des voleurs. C'est un régime qui ne reconnaît pas l'État d'Israël. Pour moi, ce régime doit être éliminé. Maintenant, dans la dernière opération. Et l'avant-dernière opération, on n'a pas éliminé le Hamas. On n'a pas réussi, entre guillemets, à éliminer les chefs du Hamas, et militaires et politiques. Je crois que l'Égypte, les Palestiniens eux-mêmes, auraient aimé qu'Israël fasse ce travail, un sale travail peut-être, mais mettre ce Hamas hors de la bande de Gaza. Il est toujours présent. Si maintenant, on leur fait un port, si maintenant on ouvre une grande coopération, il y a un aéroport, un port, le Hamas va sortir victorieux face aux Palestiniens de la bande de Gaza. Donc c'est presque donner un prix à l'islamisme intégriste. Et aujourd'hui, c'est la faiblesse. C'est la faiblesse. C'est exact. Tant qu'on est dans cet état d'esprit, on n'avance nulle part. Tant qu'on est le même état d'esprit, on refuse de reconnaître des accords internationaux parce que ça risque de mettre en danger la sécurité. On risque, s'il y a quelqu'un où il y a une organisation avec laquelle, au sein du peuple palestinien, avec laquelle on peut arriver à un accord qui va être respecté, c'est le Hamas. Je suis désolé de dire que ce n'est pas Mahmoud Abbas. Il est trop faible. Il est trop faible pour arriver... Le Hamas d'aujourd'hui, si on arrive avec lui avec un accord, ça va être respecté. Exactement comme avec la Syrie. On est arrivé à un accord de cessez-le-feu avec la Syrie. Il a été respecté pendant plus de 45 années ou de 50 années. Il faut faire des accords politiques avec les vrais ennemis et pas avec des ennemis qui nous plaisent. Ok, on aime d'avoir des ennemis qui nous plaisent, mais les vrais ennemis, c'est le Hamas. Et c'est avec eux qu'il va arriver avec un accord et pas avec ceux qui sont incapables de le respecter. Merci beaucoup Nissim Zvili, merci Olivier Rafovitch d'avoir participé à ce débat. On parle désormais de cette tension qui est montée en Cisjordanie car un Palestinien a tenté de poignarder un garde-frontière israélien aujourd'hui près du carrefour Tapouar. L'assaillant a été abattu par les forces de sécurité israéliennes. C'est la 3e attaque au couteau contre des militaires en une semaine. Les détails avec Océane Nicole. Nouvel attentat en Cisjordanie. Ce lundi, un jeune Palestinien a tenté de poignarder un garde-frontière israélien de 20 ans au carrefour de Tapouar. Il a d'abord simulé un malaise afin de se rapprocher des soldats avant d'essayer de les poignarder. Tentative immédiatement déjouée par la vigilance d'un officier qui a ouvert le feu, le blessant grièvement. L'assaillant est décédé quelques minutes plus tard. Selon les services de sécurité intérieure israéliens, il s'agit de Mohamed Hashmé, 25 ans, originaire du village de Rahaï, au sud-est de Jenin. Il n'était pas connu des services de sécurité et n'appartenait à aucun organisme. Il s'agit de la 2e attaque en 48 heures dans ce même carrefour. Ce samedi, un autre Palestinien avait blessé au couteau un soldat israélien. Les tensions se sont récemment aggravées dans cette région depuis le 31 juillet dernier où un bébé palestinien avait été brûlé vif par des extrémistes juifs israéliens. Et la tension semble retomber ce soir autour de l'hôpital Barzilai d'Ashkelon où est hospitalisé le prisonnier palestinien gréviste de la faim Mohamed Alan. Depuis plus de 2 mois, les environs ont été le théâtre d'affrontements hier et la Cour suprême a repoussé de 2 jours la décision concernant son sort. On prend tout de suite la direction de cet hôpital Barzilai d'Ashkelon où est donc hospitalisé Mohamed Alan. On rejoint sur place notre envoyé spécial Maxime Pérez. Maxime, que sait-on de l'état du prisonnier palestinien ? Écoutez, son état de santé est toujours qualifié de critique, mais il s'est stabilisé ces dernières heures. Et désormais, la vie de Mohamed Alan ne serait plus en danger immédiat. Désormais, les médecins s'affairent à son chevet pour tenter de le faire sortir de son coma. Mohamed Alan réagirait d'ailleurs à quelques stimulations effectuées, mais les médecins ont été très clairs. Ils ne forceront pas leur patient à être soigné. Et si, une fois réveillé, il refuse
tout traitement, eh bien, ils respecteront sa volonté et le laisseront mourir. C'est une décision qui va bien sûr à l'encontre de cette loi très polémique qui a été votée le 30 juillet dernier par la Knesset et qui impose la nutrition forcée aux détenus palestiniens grévistes de la faim. Alors hier, Maxime, l'hôpital a été le théâtre d'affrontements, d'émeutes entre manifestants juifs et arabes. Est-ce que la tension est retombée ce soir ? Oui, la tension est nettement retombée ce soir, même si le dispositif policier reste très imposant autour de cet hôpital Barzilai d'Ashkelon et également à l'entrée de la ville. Donc plusieurs axes avaient été bloqués hier par les manifestants. Des heurts étaient attendus d'ailleurs aussi ce soir entre partisans et opposants de Mohamed Dahlan, mais la manifestation tant redoutée n'a pas eu lieu. En revanche, ce dispositif policier ici à Ashkelon devrait être maintenu au moins jusqu'à mercredi, jusqu'à cette audience prévue à la Cour suprême sur le sort de Mohamed Dahlan. Je vous rappelle que les autorités israéliennes seraient disposées à discuter de sa libération à condition qu'il soit expulsé vers la Jordanie pour une durée de 4 ans. Merci beaucoup Maxime Perez en direct donc d'Ashkelon. On en reparle également avec vous Daniel Haïk, bonsoir. Bonsoir. Alors ce cas à l'Aisne, c'était un test pour l'application de cette loi controversée sur l'alimentation forcée. Et on voit à quel point c'est difficile, cette loi est difficile d'application puisque finalement il a fallu attendre que Mohamed Dahlan soit dans le coma pour qu'on puisse lui administrer quelques solutions salées ou pour améliorer son état. Mais s'il était conscient, comme l'a dit Maxime, eh bien, il est clair que s'il était conscient, eh bien, il aurait refusé de se faire alimenter. Et donc on voit toutes les limites de cette loi, et pas seulement du côté du patient, dans le cas précis du terrorisme, mais également du côté des médecins, puisque les médecins eux-mêmes sont dans une situation délicate. Il semble qu'il y ait des problèmes médicaux, et pas seulement éthiques, médicaux aussi, par exemple la pénétration d'une sonde dans la dent pour essayer d'alimenter ce malade. Et il y a bien entendu le problème éthique, et on considère au niveau du syndicat médical qu'il s'agit tout simplement d'une forme de torture, d'essayer de forcer un patient, quel qu'il soit, à être alimenté. C'est une forme de torture. Donc il y a une véritable problématique. Et là, on a vu à travers le cas de Mohamed Dahlan, qui est un prisonnier tout à fait particulier. Il appartient à la catégorie, on va dire, des prisonniers déterminés à aller jusqu'au bout. Ce sont des jusqu'au-boutistes, contrairement à l'ensemble des détenus palestiniens qui ont arrêté leur grève de la faim. Lui, c'est un déterminé, il va jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, c'est aller au-delà des 2 mois, des 57 jours limite. Et donc, dans la situation, on voit que Mohamed Dahlan est un cas particulier. On voit effectivement son cas a permis de voir toutes les limites et la problématique de cette loi. Merci Daniel Haïk pour ces précisions. Dans le reste de l'actualité, on en vient à cette loi antiterroriste controversée adoptée en Égypte. Elle prévoit une amende très lourde pour les journalistes qui contredisent la version des autorités au sujet d'une attaque terroriste. Alors les défenseurs de la liberté de la presse s'inquiètent bien sûr, comme nous l'explique Léa Berdugo. Au lendemain de l'assassinat du procureur général Hicham Barakat le 29 juin dernier, Abdel Fattah al-Sisi avait promis une législation plus dure. C'est désormais chose faite. L'objectif, selon le président égyptien, lutter contre le terrorisme. La nouvelle loi précise l'éventail des peines prévues. Créer ou diriger une organisation qualifiée d'entité terroriste sera passible de la peine de mort ou de la prison à perpétuité. Faire partie d'une telle organisation peut valoir jusqu'à 10 ans de prison. La nouvelle loi fournit un bouclier juridique aux policiers et militaires contre d'éventuelles poursuites, cela dans le cas d'un usage de la force dans l'exercice de leur mission selon le texte. Enfin, une disposition qui inquiète les défenseurs de la liberté de la presse. Une amende pouvant aller de 23 000 à 58 000 euros sanctionnera les journalistes qui contrediraient des informations officielles. Ce dispositif vise à la fois les médias et les réseaux sociaux. Selon les détracteurs de cette loi, ces amendes pourraient pousser à la fermeture des petites publications. À l'origine, le gouvernement prévoyait une peine minimale de 2 ans de prison. Il y avait finalement renoncé face aux protestations. Le texte ravive les craintes de voir la presse un peu plus muselée. Selon le Comité pour la protection des journalistes, 18 membres de la profession sont actuellement emprisonnés dans le pays, dont les 3 reporters d'Al Jazeera accusés d'avoir diffusé de fausses informations. Le verdict est attendu à la fin du mois. Et on en parle avec vous, Yitzhak Levanon. Bonsoir. Bonsoir, Daniel. Ancien ambassadeur d'Israël en Égypte. Ce qui se passe aujourd'hui en Égypte, c'est inquiet, puisqu'on a l'impression qu'on retourne à cette dérive autoritaire de l'ère Moubarak. Être inquiet, enfin je ne sais pas si c'est le mot exact, mais bien sûr que bon, il y a des gens qui se posent des questions.
Parce que cette loi contre ce qu'on appelle la loi contre le journalisme, ce n'est pas une loi qui est dirigée directement contre cela, mais c'est dans le cadre d'une loi promulguée par El-Sisi de la lutte contre le terrorisme. Dans cette loi-là, il y a d'autres choses. Par exemple, il y a la peine de mort pour celui qui fait du terrorisme. Il y a la peine à perpétuité que celui qui fournit de l'argent ou qui fournit, par exemple, des contacts avec l'ennemi ou des informations, etc. Il y a aussi une rubrique qui parle de faire propager des fausses informations par les journalistes. Et c'est pour cela que dans cette loi, il dit que, bon, voilà, ça porte atteinte à la sécurité de l'État. Donc, s'il y a un journaliste qui fait cela, par exemple Al Jazeera ou d'autres personnes, ils seront mis en prison. La société ou l'association des correspondants en Égypte, elle a demandé à El-Sisi de changer ça et d'amender la question ou de convertir la prison en une amende. C'est pour cela que El-Sisi il a accepté. Et l'association lui a remercié en lui disant que la sécurité de l'État est au-dessus de tout. Donc, cette loi, elle a été promulguée, elle a été acceptée, elle a été endossée par Sisi, signée. Elle est entrée en vigueur immédiatement. Et cette loi, vous l'avez dit, elle fait partie d'un arsenal plus large. Notamment, elle protège les policiers et les militaires qui feraient l'usage disproportionné de la force. Et ce sont les frères musulmans qui sont la principale cible. Bien sûr. Bien sûr, les djihadistes islamiques aussi, enfin ce sont tous les djihadistes. En premier lieu, ce sont les frères musulmans. Regardez, l'Égypte a fait face à une vague de terrorisme, ça fait un bon bout de temps. Donc il faut bien lutter contre cela. Il y a 2 mois, si vous vous souvenez très bien, les attaques au Sinaï par Ansar Beth el-Maqdis, ils ont fait plusieurs dizaines de morts parmi les soldats égyptiens. Donc si elle a eu, bon voilà, si je ne change pas la loi pour que je permette de mettre en exécution le verdict par les tribunaux égyptiens, contre les frères musulmans, par exemple, la peine de mort, ça ne servira à rien. Donc il faut changer la loi. Il a changé la loi et aujourd'hui, avec cette nouvelle loi, il peut se permettre, je ne sais pas s'il va signer cela, mais il a le droit, légalement, de, disons, exécuter la peine de mort contre les frères musulmans ou ceux qui ont été condamnés par le tribunal égyptien. Dans ce cadre-là, un cadre qui est la lutte contre le terrorisme, bien sûr que El-Sisi, il est très sensible à la question du journalisme, parce qu'en Égypte, en effet, j'étais là-bas, enfin, vous lisez dans les journaux des choses qui n'ont aucune base, rien du tout. Merci beaucoup Yitzhak Levanon pour toutes ces précisions. Reste avec nous. Je vous retrouve dans une poignée de secondes pour la suite du Grand Direct. On parlera également des réactions des habitants en lisière de Gaza. Ce possible cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Reste avec nous. Bangkok touché en plein cœur, au moins une quinzaine de morts et plus de 80 blessés dans l'explosion d'une bombe en plein quartier touristique de la capitale. Les auteurs de l'attentat visaient les étrangers pour porter atteinte au tourisme, c'est ce qu'affirment les autorités. Une délégation du Hamas attendue au Caire pour discuter d'un possible cessez-le-feu avec Israël. La rumeur courait jusque maintenant, mais réaction officielle des autorités israéliennes. Aucun contact ni direct ni indirect avec le Hamas. Législation antiterroriste. L'Égypte d'Al-Sisi cherche à museler la presse. Une nouvelle loi prévoit une amende très lourde pour les journalistes qui contredisent la version des autorités lors d'attaques terroristes. Bienvenue si vous nous rejoignez sur i24 News pour la suite du Grand Direct. On évoquait lors de cette première partie la possibilité d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. C'était un responsable turc qui avait confirmé ces rumeurs. Et bien, on vient de recevoir cette première réaction officielle des autorités israéliennes. Elle démente formellement ni de contact direct ni de contact indirect avec le Hamas à Gaza. Un peu plus tôt, nous avons recueilli les réactions de la population qui se trouve en lisière de la bande de Gaza. Joseph Emmanuel a recueilli ces réactions à ces rumeurs donc de cessez-le-feu entre Israël et Gaza. Un accord global entre Israël et le Hamas est sur le point d'être signé. Il inclurait une levée partielle du blocus maritime imposé à la bande de Gaza contre un cessez-le-feu de 8 ans. Les premiers concernés sont donc les habitants de Gaza, mais également les Israéliens des villages à la lisière de cette bande. Ces habitants ont enduré 3 conflits en 6 ans. Cette école maternelle a été fortifiée et tout le village est parsemé d'abris en béton. Les habitants voient ce possible cessez-le-feu avec optimisme.
Adel est membre du kibbutz Nérim. Elle peut voir les maisons de Gaza depuis sa fenêtre. Un cessez-le-feu temporaire sera bien vu, une trêve définitive serait mieux. Mais au moins, un cessez-le-feu temporaire nous donnera un sentiment de sécurité. Parce que cette année, il a fallu cicatriser la dernière guerre. Nous avons perdu 2 hommes et un 3e a été amputé d'une jambe. Il a reçu un éclat d'obus à quelques mètres de là où nous nous trouvons. Mais un cessez-le-feu temporaire ne résoudra pas les problèmes de sécurité à long terme. Merav vit dans le kibbutz En Hashlocha. Elle concède qu'un accord temporaire est mieux qu'aucun accord, mais elle ne se fait pas d'illusions. Nous ne sommes pas naïfs. On sait très bien qu'ils utilisent n'importe quel moment de calme entre 2 conflits pour se réarmer. On sait que l'amour et la paix ne sont pas leur première préoccupation. Tout le monde le sait. Ils creusent des tunnels, ils s'arment. C'est ce qu'ils font. C'est une organisation terroriste. C'est également une opportunité pour eux de construire. Et si Gaza se reconstruit, si les maisons de Gaza sont refaites, s'ils arrivent à obtenir un port, s'ils ont quelque chose à perdre, ils cesseront peut-être leurs attaques. Dans les années 90, ils venaient chez nous pour travailler, ils amenaient de la nourriture, ils venaient aussi avec leur famille. Je ne parle pas du Hamas, je parle de monsieur tout le monde dans la rue. La religion et l'idéologie existent là-bas, mais je pense vraiment que l'économie est beaucoup plus forte que l'idéologie extrémiste. Toute occasion d'un cessez-le-feu sur le long terme est pour le Hamas une occasion. La question reste à savoir si cette occasion d'une trêve sera utilisée par le mouvement islamiste pour améliorer la vie de ses habitants ou pour se réarmer, creuser de nouveaux tunnels et préparer la prochaine guerre. Horrifié, c'est la réaction d'un chef de l'ONU aujourd'hui à Damas après les raids du régime qui ont fait près de 100 morts hier sur un marché près de la capitale syrienne. C'est l'une des attaques les plus meurtrières depuis le début de la guerre et la situation humanitaire ne fait que s'aggraver. On voit ça avec Maël Benoliel. 96 morts, dont une majorité de civils. C'est le bilan toujours provisoire des raids aériens menés par le régime d'Assad ce dimanche sur un marché de Douma, un fief rebelle près de Damas. Un bilan qui devrait encore s'alourdir dans les heures à venir puisqu'au moins 250 autres personnes ont été blessées dans cette attaque. Des frappes aériennes qui coïncident avec la visite à Damas pour la première fois du responsable de l'ONU pour les affaires humanitaires, Stephen O'Brien. Ces frappes aériennes sur un marché central ont provoqué la mort de nombreux civils et des centaines de personnes ont été blessées. Les hôpitaux se démènent pour les traiter. Je suis absolument horrifié par le mépris pour la vie de civils de la part de toutes les parties dans ce conflit. Cette attaque est l'une des plus meurtrières que la Syrie ait connue depuis le début de la guerre en mars 2011. Les attaques sur les civils sont illégales, inacceptables et elles doivent cesser. Je lance un appel à toutes les parties engagées dans la violence et les combats et leur demande de protéger les civils et de respecter le droit international humanitaire. Stephen O'Brien a aussi réaffirmé l'engagement des Nations Unies à poursuivre son soutien aux efforts humanitaires en Syrie. Selon l'ONU, la Syrie compterait au moins 7,6 millions de déplacés sur son territoire, alors qu'un demi-million de civils seraient actuellement assiégés par les belligérants. Plus de 4 millions de Syriens auraient fui leur pays ces 4 dernières années. Beaucoup d'entre eux se sont réfugiés dans les pays voisins, comme ici, au Liban, où les conditions de vie dans ces camps de fortune sont très élémentaires. Ali a 10 ans, il vit ici depuis 3 ans avec 14 autres membres de sa famille. À la maison, je vivais comme un roi, alors qu'ici on se moque de moi. Ici, il n'y a rien, rien du tout. Dans ce camp de réfugiés, l'ONU distribue de la nourriture quotidiennement. Une aide à peine suffisante selon le responsable de ce programme qui vient en aide à plus de 1,5 million de réfugiés syriens dans la région. Jusqu'à ce qu'ils puissent rentrer chez eux, retourner à l'école ou aller travailler, nous devons leur fournir l'aide nécessaire afin que personne ne se perde et que tout le monde mange à sa faim. Il faut continuer à rêver et espérer que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Pour beaucoup d'autres, ces camps de réfugiés ne sont qu'une simple étape. Ils sont chaque jour toujours plus nombreux à vouloir rejoindre l'Europe. Ces 7 derniers mois, 124 000 réfugiés syriens ont rejoint la Grèce via la Turquie.
un chiffre en hausse de 750% par rapport à 2014. Et dans ce contexte, cette rencontre aujourd'hui à Moscou entre les chefs des diplomaties russes et iraniennes, au menu des discussions, le programme nucléaire iranien et la guerre donc qui fait rage en Syrie. Les deux hommes se félicitent de la nouvelle ère diplomatique qui s'ouvre après l'accord sur le nucléaire. De nombreuses possibilités sont désormais ouvertes pour renouveler les relations entre l'Iran et la Russie dans l'esprit de l'accord auquel sont arrivés nos deux présidents, et ce, en tenant compte des décisions qui ont été prises pour résoudre la crise sur le programme nucléaire iranien. Nous avons confiance dans le fait que l'accord de Vienne aura un immense impact sur le resserrement des liens entre nos deux pays. Nos relations sont bonnes et cet accord permettra de développer nos relations dans tous les domaines, y compris l'économie, la défense et ainsi de suite. Alors optimisme, on vient de l'entendre du côté de ces chefs de la diplomatie, mais le guide suprême iranien Ali Khamenei, lui, se veut plus prudent. Il estime aujourd'hui que l'avenir de l'accord nucléaire n'est pas clair, car son approbation définitive en Iran comme aux États-Unis est, selon lui, toujours incertaine. Les obligations de l'accord nucléaire ne sont pas claires, ni pour l'Iran, ni pour les États-Unis. Nous ne savons pas encore si cet accord va être accepté ou rejeté à Téhéran, comme à Washington. Les intentions des États-Unis avec ces négociations et cet accord étaient de trouver un moyen d'infiltrer la République islamique d'Iran, mais nous leur avons bloqué la route et nous allons la bloquer pour de bon. Nous ne permettrons pas une intrusion économique, politique ou culturelle de la part des États-Unis. Nous contrerons cette infiltration avec tout le pouvoir dont nous disposons, et ce pouvoir est énorme. La République islamique d'Iran soutient tous ceux qui résistent et tiennent tête au régime israélien. Dans le reste de l'actualité au Brésil, c'est l'avenir de Dilma Rousseff qui se joue depuis quelques jours dans le pays. Près d'1 million de Brésiliens ont manifesté ce dimanche à travers le pays pour réclamer de nouvelles élections ou la destitution de la présidente. Un vaste scandale de corruption est à l'origine des contestations. On fait le point avec Julia Ganancia. La grande avenue Paulista, au cœur de Sao Paulo, est noire de monde. Ils sont venus en masse, vêtus des couleurs du Brésil. Dans leur slogan et sur leur pancarte, un même message, tous réclament le départ de la présidente Dilma Rousseff. Lula et ses commandants du Parti des Travailleurs ont fait du Brésil le pays le plus corrompu du monde. C'est ça l'héritage du Parti des Travailleurs. Et voilà la révolte des Brésiliens. Tout le Brésil veut que Dilma soit éliminée du pouvoir. On veut de nouvelles élections, on veut n'importe quoi plutôt que le Parti des Travailleurs. Un ras-le-bol que les Brésiliens viennent exprimer de plus en plus fréquemment dans la rue, notamment avant la Coupe du Monde. Dilma Rousseff, 67 ans, est désormais la présidente du Brésil la plus impopulaire depuis la fin de la dictature militaire en 1985. Sa cote de popularité est tombée à 8%, en cause la crise économique et sa politique d'austérité. Il y a un manque d'attention envers l'éducation, la santé, et il y a toute cette bureaucratie qu'on nous fait subir. Et puis il y a le chômage. Réélue difficilement en novembre pour un second mandat de 4 ans, la présidente pâtit aussi du scandale de corruption Petrobras. Une affaire éminemment politique qui touche à la fois l'entreprise pétrolière contrôlée par l'État, les géants brésiliens du BTP et qui éclabousse le Parti des Travailleurs. Je pense que l'affaire de corruption avec Petrobras a un impact social profond. L'argent aurait dû être investi au profit du développement de notre société. Et les dégâts économiques sont déjà flagrants. Ce sont des entreprises du CAC 40 brésilien qui sont touchées à un moment où l'économie est fragilisée. Le Brésil, 7e économie de la planète, est au bord de la récession avec une inflation de 9% sur les 12 derniers mois. Mais la présidente tient bon et affirme qu'elle ne cédera ni aux pressions ni aux menaces. Elle compte sur les divisions et intérêts divergents de ses adversaires pour traverser la tempête. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Stéphane Moncler, maître de conférence à la Sorbonne, spécialiste du Brésil. Bonsoir. Bonsoir. Alors la corruption n'est pas un problème nouveau dans le pays. Qu'est-ce qui a provoqué ce choc des consciences? Non, la corruption n'est pas un problème nouveau, mais les affaires qui surgissaient toutes ces dernières années n'avaient pas l'ampleur de celles dont parle maintenant la presse tous les jours, puisqu'il s'agit d'une corruption à partir de la principale entreprise du pays, qui s'appelle Petrobras, qui est une entreprise publique,
et qui, dans l'histoire économique du Brésil, incarne, on va dire, la souveraineté du Brésil. Donc c'est une entreprise qui est aimée des Brésiliens. C'est un peu comme la SNCF, de ce genre d'entreprise, même si la SNCF n'est pas aussi aimée des Français que les Petrobras. Mais bon, c'est une entreprise qui est, je veux dire, dans la vie quotidienne des Brésiliens. Et les sommes qui ont été détournées à travers des marchés publics truqués atteignent aujourd'hui, sur la base des révélations que l'on a, à peu près 3 milliards d'euros. C'est considérable, et ça en quelques années. Et par ailleurs, les sommes qui ont ainsi été détournées profitent à de hautes personnalités politiques de plusieurs partis. On a notamment le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat qui font partie de la liste, ce n'est pas rien, le trésorier du principal parti du pays, parti de la présidente Dilma Rousseff. Et puis, ce qui a favorisé aussi toutes ces affaires, enfin, ces révélations, c'est l'adoption il y a 1 an, et on peut, on peut applaudir Dilma Rousseff d'avoir permis de promulguer cette loi. C'est une loi qui s'inspire de ce qui existait en Italie dans les années 90 lors de l'opération Main Propre, et qui permet aux gens qui sont accusés de voir leur peine, je veux dire, fortement diminuer si ils balancent leurs petits copains. Et donc là, depuis plusieurs mois, on a des grands patrons d'entreprises du BTP ou d'autres grandes entreprises qui sont emprisonnés, et pour vite sortir, ils disent voilà, moi effectivement, il y a eu de l'argent qui a été détourné, mais c'est parce que c'est machin qui me l'a donné, qui me l'a demandé, et c'est bidule qui a reçu l'argent. Et donc ensuite, la police et la justice font leur enquête. Tout ce qui se passe actuellement au Brésil est plutôt un bon signe du point de vue de la démocratie. Ça démontre que les institutions fonctionnent, que la justice et la police fédérale font leur travail, et que la presse relaie tout ce qui fuite de ces enquêtes. Alors en tout cas, vous évoquez ces problèmes de corruption, de cet argent détourné, et ça doit agacer d'autant plus les Brésiliens puisqu'ils subissent des mesures d'austérité qui sont très impopulaires. Alors vous avez tout à fait raison, parce que toutes ces affaires tombent au mauvais moment. Si le Brésil était en pleine croissance comme à la fin des années Lula, ou lors de l'année de l'élection de Dilma Rousseff, de son premier mandat en 2010, le Brésil avait alors une croissance de 7%, donc c'est considérable, eh bien les Brésiliens pourraient peut-être accepter ou tolérer ou avaler mieux la couleuvre de tous ces scandales de corruption. Mais là, ça survient au moment où l'économie va mal, l'inflation est de 9,5% sur le rythme de ces 12 derniers mois, c'est important, ça ronge le pouvoir d'achat parce que dans le même temps les salaires n'augmentent pas, le chômage augmente fortement. Pourquoi? Parce que le pays est en récession, le produit intérieur brut devrait reculer de 1,5% en 2016, en 2015, peut-être même 2%, et cette récession devrait se poursuivre probablement jusqu'à début 2017. Donc on a une situation compliquée, la population est effectivement très remontée, très déçue, parce que cette affaire de corruption, vraiment, la choque, et cette population demande plus d'éthique en politique, et est très remontée contre la présidente Dilma Rousseff, à laquelle elle impute toutes les choses qui vont mal. Stéphane Monclerc, merci beaucoup pour ce décryptage. Dans l'actualité également, cette nouvelle violation du cessez-le-feu en Ukraine. 10 personnes, dont 8 civils, ont été tuées en 24 heures dans l'Est rebelle. Forces gouvernementales et rebelles s'accusent mutuellement d'être responsables de ces violences. La situation est jugée explosive par le chef de la diplomatie allemande. Explication, Solal Azewal. Mariupol essuie des tirs d'obus. Cette ville portuaire de l'Ukraine a été pilonnée à l'artillerie lourde. Au moins 7 morts, 6 blessés et une cinquantaine de maisons détruites. Carrefour de tous les axes, Mariupol et son port, objectif militaire pour les pro-russes, mais aussi un bastion à défendre coûte que coûte pour le gouvernement de Kiev. Au nord, les républiques séparatistes. Au sud, la Crimée est devenue russe depuis mars 2014. Un pilonnage massif de la ville a commencé. La population locale, c'est-à-dire des civils, en souffre. Le bilan est cruel. De nombreux civils sont morts ou blessés et 54 maisons sont détruites. Ruines, destruction, chaos, tout l'inverse du cessez-le-feu prévu par l'accord Minsk II,
signé en février par les dirigeants russes et ukrainiens. Pourtant, chacun se rejette la faute. Si l'Ukraine accuse les séparatistes, le ministre des Affaires étrangères russe pointe du doigt la responsabilité ukrainienne. Nous sommes inquiets du cours des événements de ces derniers jours qui ressemblent très fortement à la préparation d'actions militaires supplémentaires. Des actions militaires supplémentaires car Mariupol est aussi un centre névralgique sur le plan maritime. Son activité portuaire permet d'exporter la production minière et métallurgique du pays. Sur les rives de la mer Noire, ce centre industriel encore contrôlé par le gouvernement de Kiev sépare la péninsule de Crimée du continent européen. L'actualité en France, une croissance en panne, une crise agricole qui provoque la colère des éleveurs. La rentrée politique promet d'être agitée. On en parle avec vous, Léa Berdugo. Bonsoir. Bonsoir Daniel. Pas de répit pour François Hollande. Oui, la rentrée promet d'être chargée et effectivement mouvementée. Alors la reprise officielle aura lieu mercredi avec un conseil des ministres et les dossiers à traiter sont nombreux. Alors premièrement, un remaniement est attendu avec la démission officielle du ministre du Travail, François Rebsamen, réélu maire de Dijon. Alors plusieurs noms sont cités pour le remplacer, parmi eux Alain Vidali, actuel secrétaire d'État au transport. Alors le législatif fait aussi sa rentrée avec une session extraordinaire du Parlement à partir du 14 septembre prochain. Les députés auront 2 semaines pour achever plusieurs textes. Parmi eux, le projet de loi de modernisation du système de santé qui avait créé la polémique, vous vous rappelez, parmi les professionnels médicaux. Alors d'autres textes pourraient également faire leur apparition, dont celui annoncé par François Hollande. L'objectif est de ratifier l'accord entre la France et la Russie sur le règlement du dossier des navires Mistral. Et l'autre actualité de cette rentrée, ce sont ces divisions qui sont toujours présentes au sein du Parti socialiste. Exactement. Alors chacun va faire sa petite réunion politique. Arnaud Montebourg mènera sa désormais traditionnelle fête de la rose, la même qui lui avait valu sa démission en 2014 lorsqu'il avait proposé à François Hollande de lui envoyer une cuvée du redressement. Le PS, lui, fait sa rentrée avec les universités d'été à La Rochelle du 28 au 30 août. Seulement, dès le 27, l'aile gauche et l'aile droite du PS organisent leur propre rassemblement. Alors les frondeurs, on le sait, en opposition avec la politique économique du gouvernement Hollande, se réunissent en Charente-Maritime. L'aile droite, appelée réformiste, se rassemble, elle, en Gironde. Un groupe mené notamment par le maire de Lyon, Gérard Collomb. Et la droite, à proprement parler, elle reprend du service, elle aussi. Exactement. Et en ligne de mire, la primaire programmée en novembre 2016. Alors Nicolas Sarkozy, en chef de parti, va accompagner les Républicains pour les régionales. L'ancien président de la République organisera une tournée des régions avant les élections prévues en décembre prochain. Et de son côté, son principal rival, Alain Juppé, prévoit lui une rentrée littéraire avec une série de livres-programmes. Premier thème, l'éducation nationale. Merci beaucoup Léa Berdigo pour cette rentrée politique en France. Et on s'intéresse à présent à ce phénomène qui prend de l'ampleur en Birmanie. Brimée à l'époque de la junte militaire, la boxe birmane connaît une seconde jeunesse dans le pays. Vous allez le voir, elle fait de nouveaux adeptes. Reportage. Dans l'univers impitoyable du kickboxing, le Litway se vante d'être le plus violent. Dans cette boxe birmane, on frappe avec tout ou presque, poings, pieds, genoux, coudes et même la tête. Ici, pas de victoire au point. Si les boxeurs ne se départagent pas en 5 rounds de 3 minutes, c'est match nul. Seul moyen de gagner, le chaos ou l'abandon. C'est un sport difficile, mais je pense que vous avez le choix jusqu'à quel niveau vous souhaitez apprendre le Litway. Si vous voulez faire des combats sur un vrai ring en tant que professionnel, alors vous devez être vraiment coriace. Mais vous pouvez le pratiquer pour rester en forme ou pour l'autodéfense. Cela dépend de votre objectif. Cet art martial existerait depuis des centaines d'années. Comme d'autres sports, il a souffert pendant les 5 décennies du régime militaire en Birmanie. Mais il redevient populaire et attire de plus en plus de pratiquants, notamment des femmes. Je pense que c'est vraiment un super passe-temps. Cela vous permet d'être en forme. C'est un sport traditionnel. Et puis vous savez, c'est très stimulant, en particulier pour les femmes. Donc je voudrais voir davantage de femmes combattantes à l'avenir. Je l'espère vraiment. Du côté des professionnels aussi, les choses évoluent. Les combats les plus prestigieux sont désormais télévisés.
Ce que je veux, moi, c'est qu'à travers la boxe traditionnelle birmane, le monde entier connaisse notre courage. Les fans se prennent maintenant à espérer que le Lethwei connaisse le même succès que le Muay Thai, la boxe thaïlandaise connue dans le monde entier. Et ne manquez pas, juste après, le Grand Direct reportage, le magazine de la rédaction présenté par Stéphane Calvo. Car il y a un an, jour pour jour, les habitants juifs de la bande de Gaza du nord de la Cisjordanie commençaient à être expulsés par la force. 42 000 soldats et policiers israéliens mènent cette opération. Le 23 août, le démantèlement des implantations est officiellement terminé. En Israël, le désengagement de la bande de Gaza est un véritable séisme politique, mais également psychologique, car pour la première fois depuis la guerre des 6 jours, Israël se retirait de manière unilatérale d'un territoire conquis. Désengagement de Gaza, 10 ans après, c'est un reportage de Yoraï Lieberman. En voici un extrait. Jérusalem, sur le mont des Oliviers. Dans l'immense cimetière juif, la famille Sharabi s'est réunie autour de la tombe du père. Il y a 13 ans, Hanoch Sharabi a été enterré au Gush Katif, en plein centre de la bande de Gaza. Mais 3 ans après, les résidents des implantations juives ont été sommés d'évacuer leur maison jusqu'à devoir emporter les dépouilles de leurs défunts. Le corps de Hanoch Sharabi a donc dû être exhumé puis enterré une seconde fois ici. Un véritable déchirement pour cette famille. Pendant sa campagne électorale de 2003, Ariel Sharon, alors leader du Likoud, promet qu'il ne négociera pas avec les Palestiniens et soutient très ouvertement la poursuite des implantations israéliennes à Gaza, comme en Cisjordanie. Mais une fois élu Premier ministre, Ariel Sharon crée la surprise générale. Le 18 décembre 2003, il dévoile son plan unilatéral pour évacuer de Gaza le moindre habitant et soldat israélien. Le plan de désengagement réduira les frictions qui existent entre nous et eux. Il exigera une initiative extrêmement difficile. Les habitants des implantations restent dans le déni. Ils ne veulent pas croire que les soldats de Tsahal puissent les expulser de leurs maisons et des terres qu'ils considèrent comme les leurs. Israël est alors inondé de manifestations parmi les plus grandes que le pays ait jamais connues. Plus de 100 000 opposants au désengagement vont même jusqu'à créer une chaîne humaine de 90 km depuis le Gush Katif jusqu'à Jérusalem. 42 000 soldats ont l'ordre d'évacuer la bande de Gaza de ses habitants juifs. Quelques affrontements éclatent, mais la majorité de ceux qu'on vient déloger préfèrent résister passivement. L'obligation d'arracher les gens à leur foyer provoque aussi une vive émotion chez les soldats. Israël vit alors un moment historique. 8 000 Israéliens vont donc être relogés temporairement dans des maisons préfabriquées en attendant qu'ils puissent s'en construire de nouvelles. Voilà donc pour ce reportage à retrouver dans son intégralité ce soir, c'est juste après le Grand Direct. En attendant, on revient sur la principale information de cette soirée. Bangkok touché en plein cœur par un attentat. On va tout de suite faire un dernier point sur la situation avec notre correspondant David Nataf. Quelles sont les dernières infos dont vous disposez ? Eh bien, le bilan est de plus de 30 morts, plus de 80 blessés. C'est un véritable bain de sang. Les blessés sont à l'hôpital de la police de Bangkok, qui est situé à 80 mètres du cœur de l'explosion, qui a eu lieu à partir d'un cyclomoteur piégé en face d'un temple qui est sacré à la fois pour les hindouistes et les bouddhistes. Donc on doit écarter absolument la thèse d'un affrontement politique larvé. Ça vient de l'extérieur du pays et aucune opposition bouddhiste ou hindouiste n'aurait pu s'en prendre à un lieu qui est saint pour les bouddhistes. Donc ça écarte la thèse de l'affrontement politique.
Merci beaucoup David Nataf pour ces précisions. Et donc ce dernier bilan que vous venez de nous fournir, on parle donc de 30 morts et de 80 blessés selon un dernier bilan. Bangkok qui a été touché en son cœur, le quartier touristique. Reste avec nous dans quelques instants dans le Grand Direct. Il sera question d'une information qui a surpris tout le monde. Oussama Ben Laden, écoutez, Enrico Macias, le chanteur français, nous l'aurons en direct sur notre antenne. Il va réagir à cette information car le leader historique d'Al-Qaïda aurait donc écouté le chanteur Enrico Macias. C'est ce que révèlent des cassettes qui ont été retrouvées dans sa résidence lors de l'invasion américaine. Plus d'informations à venir dans quelques instants sur i24 News. C'est juste après un tour de l'actualité internationale en 10 minutes avec Alice de Comarmont aux commandes. Passez une très belle soirée sur notre antenne. Je vous retrouve dans quelques instants. De retour sur le plateau du Grand Direct, merci d'être au rendez-vous. On parle actuellement de ces révélations surprenantes de la BBC selon lesquelles le chef historique d'Al-Qaïda était, semble-t-il, un fan d'Enrico Macias. Des chansons du chanteur ont en effet été retrouvées dans des cassettes audio appartenant à Oussama Ben Laden. C'est une famille afghane qui aurait trouvé par hasard ces enregistrements parmi 1500 cassettes audio en visitant l'ancienne résidence du chef terroriste mis à sac après l'invasion américaine. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec le principal intéressé, Enrico Macias. Bonsoir, merci d'avoir accepté de réagir sur notre antenne. Oui, bonsoir. Alors on imagine que Ben Laden, c'est plutôt un fan encombrant, on va dire? J'ai pas compris, j'ai pas entendu. Vous vous serez passé de Ben Laden comme fan, on imagine? Ben, franchement, c'est surprenant. J'ai cru même que c'était un canular ce matin quand on me l'a annoncé. Et après réflexion, moi je peux pas savoir l'identité de tous ceux qui aiment ma musique et mes chansons. Je sais très bien que je suis connu dans le monde arabe, au Moyen-Orient, un peu partout. Mais franchement, je suis surpris de votre réaction et aussi de ce qui arrive. Là, je comprends pas. Vous comprenez d'autant pas que vous prônez ce dialogue judéo-arabe, et c'est tout le contraire finalement la doctrine de Ben Laden. Je ne sais pas si c'est différent, mais en tout cas, s'il écoute mes chansons, au moins, ça aura servi à lui expliquer que un type comme moi envoie des messages d'amour, des messages de paix, et je ne me déroberai jamais devant ce comportement. Parce que mes messages d'amour ne s'adressent pas seulement à ceux qui sont d'accord avec moi. Les messages d'amour et de paix s'adressent aussi à d'éventuels adversaires. Donc voilà, c'est pas mal. Et ça va donc jusque Ben Laden. Merci beaucoup Enrico Macias pour cette réaction. Un mot de lifestyle maintenant, les chaleurs d'été sont à leur pic et cette question, que trouve-t-on dans nos assiettes lorsqu'il fait 40 degrés? Eh bien l'équipe du Culture Mag est partie mener l'enquête dans les coins les plus chauds d'Israël. En été, il fait beau, il fait chaud, il fait même très très chaud. Palmiers, plages, sable fin, tout est bon pour les touristes, tout, y compris les plaisirs gourmands. Quand on est en vacances dans un pays tropical ou en plein Moyen-Orient, dans un hôtel haut de gamme ou dans un restaurant gastronomique, la question se pose, que manger quand dehors il fait 40 degrés? Le menu d'été, c'est de la nourriture fraîche, légère, joyeuse, beaucoup de couleurs, différentes textures, mais ça doit être léger. La légèreté, c'est ça le mot-clé. À Tel Aviv comme à Eilat, en été en Israël, la température atteint des records. Les chefs des grands restaurants doivent redoubler d'imagination pour élaborer des menus frais et légers pour satisfaire leur clientèle. Un défi d'autant plus difficile à relever quand par exemple la viande est la spécialité du restaurant. Notre spécialité, c'est le bœuf, donc la différence entre l'hiver et l'été n'est pas si grande. On change seulement des petites choses. L'été, les clients préfèrent les légumes frais, pas forcément cuits, comme la salade, beaucoup de légumes verts, pas trop d'huile, et plutôt des cuissons à la vapeur.
Une viande produit phare qu'il faut donc alléger au maximum. En été, on va choisir un accompagnement plus léger. Si en hiver, j'utilise du vin rouge, en été, j'utilise du vin blanc. Je fais des sauces plus légères. Je ne choisis pas, par exemple, de pommes de terre ou d'autres légumes du genre qui nécessitent de longues cuissons, mais plutôt des ingrédients frais comme des légumes verts ou des tomates qui sont des légumes de saison. Nous sommes à 50 mètres de hauteur, sur une terrasse avec vue sur la mer et sur la ville. Le mot d'ordre du restaurant gastronomique de cet hôtel, c'est le light. Cru, cuit, vapeur, tout y passe. En été, notre cuisine est beaucoup plus légère. Moins de beurre, moins de crème, moins de cuisson longue, beaucoup de poissons, sous toutes ses formes. Ceviche, tartare, carpaccio, accompagné de yaourt, d'aubergines grillées, d'asperges, de concombres, beaucoup de citron vert. De la nourriture un peu épicée, tout ce que les clients aiment mais adapté à la saison. Une nourriture sexy, attirante mais avec un goût frais. Mais si les modes de cuisson sont fondamentaux, sans ingrédients rien ne marche. L'autre secret pour un bon menu d'été, les produits de saison. Les ingrédients d'été, tout ce qu'on trouve en Israël à cette période. Les tomates, j'adore les aubergines, alors j'en mets beaucoup dans mes plats. Les herbes fraîches, les Israéliens adorent ça. Les herbes fraîches, ce sont elles les ingrédients stars de l'été. Je les utilise dans tous mes plats. Je trouve qu'elles rendent les plats plus légers. Et pour les gourmands qui ne veulent pas changer leurs habitudes, il y a toujours des irréductibles. Nous n'avons pas de menu d'été, notre menu est le même toute l'année. C'est un menu qui existe depuis 20 ans, depuis que la cucina existe. Nous avons des clients réguliers qui ne peuvent pas résister à leur plat de crevettes ou à leur pizza, peu importe la température extérieure. Pizza, gratin et même soupe, certains ne sont donc pas prêts à abandonner leurs habitudes, même sous la chaleur de l'été. Une chaleur qui pousse toutefois le restaurant à s'adapter à la saison. Menu frais et léger, ingrédients de saison et surtout herbes fraîches. C'est le secret des grands chefs pour que leurs clients gardent la tête froide en toutes circonstances. Allez, on reste à Tel Aviv où les vélos électriques se multiplient sur les routes et sur les trottoirs. Un moyen de transport efficace et pratique, mais qui n'est pas sans danger. Les accidents sont courants et la mairie de Tel Aviv a du coup adopté des mesures restrictives. Un code de la route pour ces vélos pourrait bien voir le jour. C'est un reportage signé Benjamin Le Souef. Aujourd'hui, ils sont partout. On recense plus de 200 000 vélos et trottinettes électriques dans tout le pays, importés depuis 2010. Une croissance exponentielle qui a développé une circulation anarchique. Conduite sur les trottoirs, utilisation du téléphone, vitesse débridée au-delà de la limite à 25 km/h en vigueur, les accidents ont augmenté de façon dramatique. Depuis 2008, on voit une croissance énorme du nombre de patients hospitalisés à cause des vélos électriques sur la route. Seulement 6 patients en 2008 et une augmentation jusqu'à 250 patients en 2014. S'il n'y a pas de changement à cette tendance, on prévoit d'aller jusqu'à 800 patients en 2015. On compte même plusieurs décès. Les usagers eux-mêmes sont les premiers à ressentir la nécessité du renforcement de la régulation. Les vélos, ils ne regardent pas. Vous voyez ? Bon exemple, ils ne regardent pas à droite, ils ne regardent pas à gauche, ils avancent à l'israélienne. Je pense qu'on a besoin de plus de pistes cyclables, sans piétons ni voitures. On n'a pas besoin de permis pour ça, donc les gens font ce qu'ils veulent. Je pense qu'il devrait avoir des meilleures pistes cyclables. Genre, c'est là où se trouve le problème en fait. Pas sur le trottoir, mais sur le côté de la route. Entre le vélo et le deux roues, ces véhicules légers bénéficient d'un flou juridique. Un manque de régulation a amené les pouvoirs publics à se saisir de la question. La législation aujourd'hui n'est pas suffisante. Les seules punitions que les policiers puissent appliquer, c'est de dégonfler les pneus. Ils ne peuvent pas donner de contravention. Je suis en faveur des vélos électriques, je suis en faveur des vélos en général. Mais vous devez suivre les règles, vous devez comprendre que vous pouvez blesser des gens. Une loi a été votée à son initiative. Elle rentrera en vigueur dans les mois à venir.
Arrivés en 2008 pour répondre à la faiblesse des transports en commun, ces engins à batterie ont trouvé leur terre providentielle. La taille des villes, associée au climat relativement clément du pays, ont fait de ce moyen de transport un outil idéal pour se déplacer rapidement, tout en évitant les bouchons et la pollution. Et focus à présent sur un phénomène viral étonnant, le soutien musical kurde combattant Peshmerga. Internet, YouTube et autres plateformes musicales regorgent de clips avec un objectif, celui de soutenir les troupes kurdes. Le phénomène a traversé les frontières et l'équipe du Culture Mag est donc partie à la rencontre d'une chanteuse kurde israélienne. C'est un reportage de Daniel Campos avec Sandy Fortis. Des chansons sur les Peshmerga, ces combattants kurdes légendaires qui affrontent l'État islamique, il en existe des tonnes, et ce depuis des années. Mais ces derniers temps, elles ont pris une autre tournure. Un nouveau phénomène assez curieux s'est emparé de YouTube. Au cours des 2 dernières années, le web a été envahi de chansons très bien produites et accompagnées par des clips vidéo en HD, des chansons dont le but est de remonter le moral des Peshmerga. Debka, hip-hop, pop oriental, électro, musique classique, et folk traditionnel. La plupart de ces vidéos ont été faites au Kurdistan et les chansons sont généralement chantées par des musiciens locaux dans leur propre dialecte. On trouve vraiment de tout. Là par exemple, vous serez surpris d'apprendre que cette vidéo en l'honneur des Peshmerga a été réalisée en Israël. Un remake de la chanson Beau Peshmerga enregistrée à Even Yehuda dans le centre d'Israël par Hadassah Yeshurun, une jeune chanteuse israélienne née dans une famille d'immigrants kurdes. Sa loyauté envers la cause kurde, c'est dans sa musique qu'elle exprime. Le fait de chanter des chansons en l'honneur des Peshmerga me remplit de fierté. Cette chanson parle du difficile combat des Peshmerga pour protéger leur peuple de leurs souffrances, de leurs sacrifices, pour protéger les Kurdes de leurs assaillants. Nous sommes très fiers des femmes kurdes et de tous ceux qui se battent pour le peuple kurde et qui soutiennent les Peshmerga. Ils méritent notre respect. Hadassah ne s'est jamais rendue au Kurdistan, mais elle vit sa vie comme si elle était née et avait grandi là-bas. Depuis ses tenues vestimentaires jusqu'à ses différents concerts en Israël ou à l'étranger, elle représente la communauté kurde israélienne, honorer ses racines et sa passion. La plupart des Kurdes ont immigré en Israël dans les années 50, craignant les persécutions du gouvernement irakien. Mais les anecdotes positives sur la vie au Kurdistan sont monnaie courante dans la famille Yeshurun. Ils avaient une belle vie là-bas, dans tous les sens du terme. Que ce soit leur relation avec leurs voisins, les fêtes, le partage du folklore, l'identité, le bonheur, quoi. Le clip vidéo d'Hadassah n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de diversité des vidéos pro-kurdes disponibles, de la musique style militaire aux chansons poétiques, des vidéos quasi professionnelles au simple montage photo en musique. Les hommages aux combattants Peshmerga sont nombreux. Toutes ont les mêmes objectifs, motiver les Kurdes en ces temps difficiles,
exprimer leur espoir d'indépendance et surtout remonter le moral du peuple. Allez, changement de décor, changement de registre, direction Bangkok, la capitale thaïlandaise qui a été touchée en plein cœur. Aujourd'hui, dernier bilan officiel, 19 morts, plus de 80 blessés. On en parle avec notre correspondant David Nataf. Bonsoir, on revient tout d'abord sur les faits. Que s'est-il passé exactement ? Une bombe a été trouvée sur une moto placée au beau milieu d'un sanctuaire bouddhiste et hindouiste. Et elle a explosé, causant la mort au cœur de Bangkok de plus de 30 personnes à cette heure et plus de 80 blessés. C'est le centre névralgique commercial de Bangkok. Les expatriés, les diplomates se rencontrent dans le centre commercial le plus étendu du monde. Quelles sont les réactions des autorités ce soir ? Aujourd'hui, les autorités pensent que la source est à l'extérieur du pays. En réalité, les conflits internes ne peuvent pas avoir causé un tel attentat, car personne ne s'en serait pris à un lieu qui est saint pour les hindouistes et les bouddhistes. Quant au conflit dans le sud de la Thaïlande, qui depuis 10 ans affronte la Thaïlande avec les musulmans du sud, eh bien, en réalité, des pourparlers pour la paix auraient eu lieu dans une dizaine de jours. Donc il n'en serait pas autrement si des intérêts islamistes radicaux situés à l'extérieur du pays avaient voulu s'aborder un processus de paix entre la Thaïlande et ses minorités musulmanes dans le sud. Merci beaucoup David Nataf pour ces précisions en direct de Bangkok, touché par une attaque terroriste. On en reparle bien sûr dans le journal. Il vous est présenté par Alice de Comarmont. Vous retrouvez Jean-Charles Banoun dès demain pour le Grand Direct. Soyez là.